prends le ciel, tu dis Saturne est là, alors quel rapport entre ces planètes entre elles? En quoi est-ce qu'elles constituent un ensemble d'un seul tenant? Toutes ces planètes, il y a une planète par-ci, une planète par-là, une planète par-ci, et tu dis c'est le thème astral? Qu'est-ce que c'est que quelle est ta définition du thème astral? Le thème astral à la naissance, mais il y a d'autres thèmes astrales, c'est sans arrêt. En ce moment, il y a un thème astral. Dans l'astrologie horaire, il y a un thème astral. Dans la révolution solaire, chaque année, il y a un thème astral. À n'importe quel moment, il y a un thème avec des transits, que tu le veuilles ou non. Mais ça fait partie de... C'est ça l'astrologie. Non, mais ça, c'est tu peux le refuser. C'est pas l'astrologie, c'est que... Tu refuses l'astrologie. Pas du tout. Mais il y a des transits. Pas du tout. En ce moment, il y a des tas de planètes qui tournent. Et c'est pas spécialement à ta naissance. C'est après, c'est tout le temps. Je me souviens quoi. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais il n'y a pas spécialement un thème de... Il y a bien sûr le thème de naissance qui est le thème de la naissance. En admettant que l'on soit né, parce qu'il faudrait s'en libérer. Mais après, en ce moment, il y a des tas de transits qui se passent. Quoi. Et sûrement, entre nous, il doit y avoir Mars et Uranus qui doivent jouer, par exemple. Quoi. Parce que là, tu me pompes l'air. Tu vois, et donc, il doit y avoir un rapport entre Mars et Uranus. Moi, je te le dis. Alors, il faut voir les éphémérides pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est vrai que c'est constamment. C'est pas uniquement à la naissance. L'astrologie, c'est tout le temps. Il y a des transits tout le temps. Mais qu'est-ce qui te prouve que ça existe, ces transits? Parce que les planètes, elles tournent autour de nous. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elles ont un rapport avec le thème natal? Parce qu'on est né. Et même si on nous a dit qu'on est né, même si on ne s'en rappelle pas, c'est que l'on est né. Mais l'idéal, c'est le non-né. C'est de ne pas être né. Et alors, si je te suis, ce serait génial. Mais je ne pense pas du tout que tu sois dans cette perspective. Ce serait que le fait, tu refuses la naissance, le refus d'être né, et comme ça tu te libères de la naissance, tu te libères de ton thème astral, tu te libères de ce que tu es. L'astrologie n'a pas le monopole de la naissance. Mais ce n'est pas le cas. Non mais l'astrologie n'a pas le monopole. On peut très bien croire à la naissance et pas croire au thème natal, en fait, soyez sérieux. Oui, mais l'un et l'autre ne va pas ensemble, tu le veuilles ou non. Que la foi astrologique chevillée au corps. Pas du tout. Oui, j'arrive. Vous avez fini? Oh, j'arrive, vous débarrasser. Ça a été, monsieur? Ça a été bien, oui. Super. Le problème, c'est qu'on est-ce qu'on ne peut pas avoir chose à la place du thé, le thé, c'est très mauvais le soir. Alors, il y a une formule, monsieur. Ah oui, c'est ça. Juste une formule, Voilà. pour chef. D'accord. Alors, soit un fromage blanc au miel, soit une pâtisserie et il y a le thé, soit un café tout court. Tu veux pas un café, toi? Non, moi je qu'est-ce qu'il lui reste à prendre? Une pâtisserie, soit pâtisserie, soit fromage blanc avec le thé, toujours, avec les deux arbres, soit un café. un café. Un petit fromage blanc. Ah, fromage blanc plus un thé. Voilà. Ah, ok. Et chef? Non, moi je peux pas. On ne peut pas avoir juste un thé, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de thé. Il y a du café aussi. Alors il peut avoir un café, elle faisait un thé. Non, moi je prends pas de café, sinon D'accord, je ne c'est comme vous l'avez dit. Ah, ok. Alors, fromage blanc au miel, monsieur, ou sucre ou nature? Au miel. Au miel, de suite. Ah. Non mais, par exemple, je peux très bien imaginer quelqu'un qui pense comme toi, qui dit, moi je crois qu'il y a un thème natal. Mais toi, tu dis c'est une évidence. Il n'y a pas d'évidence. On est quand même en 1900, on est 2010. Il n'y a pas d'évidence. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui ne croient pas. Donc, on n'est pas... très bien avoir un thème natal et t'en foutre. Non mais... Et t'en foutre. Mais considère même qu'il n'a aucune influence aussi. Ouais, tu peux avoir une carte d'identité. Non, que tu puisses... Et ne pas t'occuper de ta carte d'identité. La seule chose qu'on puisse retenir de ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas empêcher un astrologue de dresser un thème natal. Mais encore heureux, hein, bon, parce que ça, ce serait l'esprit totalitaire. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'on peut... Ouais, tu m'étonnes, je savais pas que tu avais l'esprit totalitaire quand même. Tu appelles ça l'esprit totalitaire, je vais dire le contraire. Mais je vais me retrouver dans un camp de concentration bientôt, quoi. Alors, non, mais attends, je viens de dire, alors on ne peut pas empêcher un astrologue... C'est le monde à l'envers, hein. Je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est très drôle. Quand même. On ne peut pas empêcher d'employer le mot totalitaire à toutes les sauces et à toutes les 30 secondes. C'est un état d'esprit.
que je ne supporte pas. Mais moi, les gens qui font la même chose que tout le monde, Parce moi, que la croyance, c'est aussi totalitaire. Pour moi, la croyance alors donc, en un Dieu. donc ou on n'est en pas un autre, obligé c'est pareil. d'avoir la croyance dans le thème natal, d'accord? On peut très bien avoir aucune croyance. Bon, alors, ok. Je vois pas. Bon, alors donc on n'est pas obligé de partager ta croyance dans le thème natal. Mais moi, je veux rien qu'on partage avec Eh moi. bien alors, Je veux qu'on me foute la paix. bon, quoi. donc moi je Et ne je me pas. demande pourquoi je suis venu d'ailleurs. Moi, je ne partage- Qu'est-ce que ça m'apporte pas hein? Qu'est-ce que ça me rapporte là, ces 2 jours-là J'avais envie de te revoir 30 ans après pour voir la tête que tu avais, c'est tout. Hein. Voilà. Mais sinon, je m'emmerde. Hein. Tout ce que tu me racontes, ça m'emmerde profondément. Oui, ben, c'est possible. Tiens, je veux dire, franchement, hein, en toute sincérité. Parce qu'il faut s'exprimer de manière modérée, de façon qu'il n'y ait pas de. Il faut pas. Quand on parle avec les gens, il ne faut pas avoir des positions radicales. Mais ça me va bien, ça. C'est pas Par mal. exemple, Ça, c'est pas mal. ça. non, il faut avoir le sens. Il faut être conscient que chacun a des positions qui sont ce qu'elles sont. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Chacun fait Moi, sa je te vie. dis, personnellement. Chacun fait sa vie. Moi, je me sens beaucoup mieux, tu vois, en haut des montagnes, en regardant le ciel bleu. Et vraiment, je m'emmerde ici, quoi, à Toulouse et tout ça. Oui, ben, tu vas pas y rester longtemps. Comme je t'ai dit que je venais, quand je dis quelque chose, je le fais malheureusement. C'est une connerie, il y en a d'autres qui se défilent au dernier moment. Ils ont bien raison, peut-être. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Non, mais Fonfred, c'est pas défilé au dernier moment. Donc, je le fais quand même jusqu'au bout. Eh ben voilà. Mais De toute façon, demain. c'est pas toujours de gaieté de cœur. Hein. Ah, ben, possible. C'est pas toujours Ah, mais de le gaieté de devoir, cœur. parfois. C'est même pas un devoir. Non, j'ai aucun devoir. Mais dans la minute où on dit quelque chose, il faut le Ben, faire. c'est pas plus mal, oui. Et voilà. Ouais, Oui. Ça, c'est un état d'esprit. Mais ça, c'est de. Et c'est même pas de ma naissance, c'est même pas de mon père astral. C'est comme ça, c'est une spontanéité à la con. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, enfin, en tout cas, tu donnes des éléments intéressants qu'on mettra sur le tapis. Oh, monsieur. Qu'on mettra sur le tapis demain. On verra comment les gens réagissent par rapport à tout ça. Moi, tu sais, je vais laisser les gens réagir. Moi, je vais même pas les influencer. Hein. Oh, mais moi, je ne suis que de passage. Oui. Comme disait justement, Non, mais, puisque tu parles de foot, comme disait Eric Cantona, on n'est que de passage. On n'est que de passage. On n'est que de Surtout passage. si on est passage. Oui. Mais lui, il était passage. Passage du tout. Mais il était quand même que de passage, parce qu'on est tous que de passage. Mais tu as fait longtemps que tu n'as pas discuté avec des astrologues. Les astrologues m'ont toujours emmerdé, Oui. quels qu'ils soient. Mais Parce qu'ils sont toujours en train de discuter, de pinailler et d'enculer Ah les mouches. oui. Enculer les mouches. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Les astrologues enculent les mouches. Pourquoi les alchimistes ne le font pas? Parce que les alchimistes, ils savent se taire et ils sont moins complètement débordés par une sorte de logorée absolument insignifiante des écoles des uns et des autres qui s'emmerdent, qui pour s'enculent. toi, l'astrologie, c'est une chose qui est bien connue, bien définie. Non, pas du tout. Hein Il y a plein d'écoles. on a les différentes. bases, on les enseigne. Tout le monde se bat dans des tas d'autres écoles, et c'est pour ça que j'en ai rien à foutre et que j'ai laissé tomber depuis de longues années, au cas où tu ne le sais pas. Ça, tu sais peut-être pas que moi je ne suis pas un spécialiste d'astrologie jusqu'à la fin de mes jours. Mais J'en ai rien à foutre de Mais l'astrologie. on le voit bien. Mais pendant très longtemps, j'ai écrit des livres, j'ai étudié des thèmes, et maintenant, j'en ai marre, parce que les astrologues, je les trouve chiants, profondément chiants. Pourquoi les alchimistes sont moins chiants? Parce qu'au moins, ils connaissent la valeur du silence. Ce sont des gens qui sont peut-être plus renfermés, il y en a plus rarement aussi, il y a beaucoup plus d'astrologues que d'alchimistes d'ailleurs. Je n'avais pas pensé. Mais au niveau de la symbolique, entre la symbolique mercurienne qui parle sans arrêt de n'importe quoi, et que je connais bien d'ailleurs, que je peux utiliser, et la symbolique saturnienne qui est enfermée en elle-même et qui sait se taire, c'est très très différent. Et en même temps, l'astrologie et l'alchimie sont, comme l'on dit depuis belle lurette, des sœurs jumelles. Elles se complètent. Elles se complètent quelque part. L'astrologue et l'alchimiste se complètent. Et pourtant, ils sont très différents l'un de l'autre. C'est pas la même approche. Non. Il y en a un, l'astrologue, qui sans arrêt,
qui est partout à la fois, il parle de tout et de rien, et l'alchimiste qui dit rien, complètement fermé en lui. Et pourtant, les deux peuvent se compléter. Et la magie, là. Mais tu manges pas, toi? Non, moi je prends pas de dessert. Non, mais t'inquiète pas, pour moi. Je prends pas de dessert, ça va me... Un thé, un truc? Le thé, il va t'apporter un thé. Ah non, moi je prends. Ben, je goûterai peut-être au thé. Je vais prendre le thé. Non, je goûterai parce que tu nous l'apportes. Parce qu'il est prévu. C'est quoi ça? C'est bien. Ouais, tu vas prendre. Alors, la magie, qu'est-ce que c'est que la magie par rapport à l'astrologie et à l'alchimie, Daniel Giraud? Tu parlais du triptyque là, mais oui, finalement. On dit qu'il y a un triptyque. C'est pas moi qui ai inventé. Hein. Oui, mais enfin, par exemple, on parle aussi d'une magie astrologique. Parfois, le jour où quelqu'un, on peut par exemple faire des choses pour, justement, quand on dépasse son thème, ou qu'on neutralise son thème, on dit parfois que c'est une forme de magie. On peut faire des actes magiques, porter des talismans pour contrebalancer. Dans mon bouquin sur le juif et l'astrologie, j'en parle. On fait certaines choses, certains actes pour neutraliser le déterminisme astral. Les talismans, oui, il y a le livre de Marcus Rivière est intéressant là-dessus, mais enfin, quand même, il ne faut quand même pas pousser, quoi. On en est toujours au même niveau, quoi. Que ce soit au niveau astrologique, alchimique ou magique. C'est quand même un niveau primaire de vouloir, c'est un peu comme planter des aiguilles dans une, tu sais, au niveau magique, planter des aiguilles sur une petite oui, un envoûtement. Des envoûtements. Même le sarcophage, il y avait toute une histoire là-dessus, parce qu'il croyait que c'était lui, alors qu'il y en avait plein qui étaient attaqués par rapport à... Oui. Il n'a pas été malade spécialement, en fait, toutes ces petites amulettes vaudou, et bon, il attaque tout le monde par réaction, parce que bon, peut-être que ça se fait dans l'Empire austro-hongrois, je ne sais pas. En tout cas, bon, il est toujours là, il a toujours peur qu'on va l'attaquer. Alors qu'il y avait, même Ségolène avait aussi une poupée, elle l'a pas, parce qu'il les a poursuivis. Je veux dire, le ridicule de la chose. Non, le résultat n'a pas été extraordinaire. Au niveau d'envoûtement, il n'a pas été envoûté, ni personne. Enfin, il faut demander à Carabonis. Il y a une tentative dans l'envoûtement. Il y a une tentative envoûtant. Mais au niveau, mais ça ne peut pas marcher parce que comme la société ne refuse et n'accepte pas, puisqu'elle est rationaliste, que ça puisse exister, donc c'est pas possible, cette histoire-là. Non, il y a des hautes magies un peu plus intéressantes. Oui. Je pense que Corneille Agrippa avait même à Abramelin le mage, ou alors d'autres qui avaient un certain sens de la haute magie, et non pas d'une sorcellerie primaire, quoi. Tous ces gens-là qui croient à tout ça, le point, c'est que tous ces gens qui ont des croyances, ils sont primaires. Je veux dire, ils ne sont pas secondaires, ils sont toujours à un niveau primaire. Alors c'est l'envoûtement, la magie noire. Et les autres, c'est la magie blanche. Mais je veux dire, tout ça, c'est merde. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Ça a pu m'intéresser à un moment donné, parce que c'est vrai que la magie fait partie, comme l'astrologie et l'alchimie, des bases de la tradition alchimique. Mais enfin, on ne va pas passer sa vie là-dedans. Non, mais j'aimerais bien qu'on comprenne de quoi on parle, simplement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je te dis mon propre point de vue. Ce n'est que mon propre point de vue. Ceux qui s'intéressent à tout ça, ils ont bien le droit de leur point de vue à eux. C'est quoi? Ça consiste en quoi, cette magie? Elle consiste en quoi? Ça fait partie de l'ensemble. Non, mais en pratique, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que fait, comment se fuse, comment agit quelqu'un qui est dans la magie? C'est quoi? Il cherche quoi? Faut lui demander. Moi j'ai jamais utilisé la magie. Et c'est vrai qu'on peut avoir
tout dépend de l'intensité. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, voilà, tout ça, j'étais un peu obsédé sexuel, tout ça. J'aimais bien les femmes, tout ça. Et le soir, en dormir, j'étais assez. Je m'intensifiais sur une nana que j'aimais, que j'avais envie, comme ça. Et effectivement, elle pouvait ressentir certaines choses après quand je posais des questions. Il se passait des choses. Donc je ne peux pas dire vraiment, c'était pas réellement une histoire de cause à effet, mais c'était une telle intensité dans la volonté C'est la pensée force qui est une forte pensée qui peut faire bouger quelque chose. Moi je parle d'un point de vue amoureux, mais d'autres pourraient le faire peut-être sur d'autres points de vue. C'est lié à la volonté quelque part. Politique, professionnelle. La magie, ça serait lié à la volonté de faire quelque chose. Il y a malheureusement cette notion de volonté et surtout d'intensité. Une intensité qui presque dépasse sa propre personne. Et à ce moment-là, qui pousse à tel point que l'autre va entendre ce que tu lui dis à des kilomètres de distance, me semble-t-il. La télépathie ferait partie de la magie aussi. Ça peut faire partie, bien sûr. Ah oui. Tout ce qui est d'ordre, disons, métapsychique. Faire bouger un objet aussi, par exemple, la psychométrie. Oui, ça peut être la télékinésie. Oui, la télékinésie, effectivement. Il peut y avoir des choses comme ça. Ça fait partie aussi de la magie. Mais ça va, est-ce que ça crée est-ce que c'est lié au miracle? Faire quelque chose qui ne devrait pas se produire? Ça peut aussi. On dit que Moïse était un magicien, par exemple. Voilà. Et on dit que, même Jésus était un magicien. Oui, exactement. C'était un mage. Là, Lazare pouvait se lever et vivre après. Oui, effectivement. Voilà. Il va à l'encontre des lois, quelque part, naturelles. Au-delà des lois naturelles. Alors que l'astrologue, lui, serait dans les lois naturelles. Peut-être, en fait, ouais. L'astrologue serait non pas plus rationaliste, mais plus naturaliste, peut-être, quoi, avec moins de... Et encore, ça dépend de l'astrologue, parce que si bien il y en a qui voudraient forcer le destin, forcer les choses à aller comme ils entendent eux-mêmes. Mais alors, est-ce que l'alchimie, parce que si j'essaie de comprendre ce trio-là, l'alchimiste dans tout ça, il est mu par quoi l'alchimiste? Mais le rapport évident avec l'astrologie, c'est déjà un alchimiste doit être astrologue. Oui, mais ça ne suffit pas. Déjà pour faire toutes les opérations. En fait, l'alchimie a d'autres objectifs que l'astrologie. Bien sûr. Pour l'alchimiste, l'astrologie n'est qu'un moyen. Voilà, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen obligatoire. Il est obligé de faire un certain nombre d'opérations à certaines dates données, et c'est par l'astrologie qu'il connaît ces dates-là. Comme un agriculteur, un peu. Voilà, un peu comme dans la sélénoculture. Voilà. Bon, cela dit, au niveau de la magie, il y a... Et quand il y a un envoûtement, fatalement, il y a contre-envoûtement, c'est-à-dire... Le problème, le problème avec la magie, c'est qu'il y a toujours un choc en retour. Même quand ça marche, tu vas en subir les conséquences. Même quand c'est la magie blanche. Même avec la magie blanche, il y a quand même un prix à payer. Ah bon? Et c'est pour ça que moi, ça m'a jamais très attiré. Ah oui. À cause de ça aussi. C'est pas parce que j'ai la trouille, mais quand même. Quand on fait des choses, ça peut vous... Et puis d'ailleurs, ça se retrouve... C'est faustien. Mais, oui, bien sûr, c'est faustien. On vend son âme au diable. En fait. Bien sûr, on vend son âme au diable. Mais un peu dans la vie de tous les jours, on le fait même ça en compte. Quand on touche du bois, quand on dit une connerie, un truc, oui, ça va très bien, on a tendance à toucher du bois. Même ma mère, qui avait une certaine culture, qui avait une bac, qui était prof d'anglais et de français, elle touchait du bois. Moi, je trouvais ça bizarre, oui. Le bois de la croix, d'ailleurs. Non, même pas. Si, ça, non, c'est censé renvoyer au bois de la croix. Et une croix, paraît-il, ronde, pas avec d'anglais. Bon. Toujours est-il que moi, je ne croyais jamais quand j'étais ado. Et puis après, dans la vie de tous les jours, il m'est arrivé de toucher du bois comme ça parce que je me rendais compte que je disais des trucs et j'avais bien peur. Et en fait, j'ai trouvé que ça marchait. Mais au bout de plusieurs décennies,
que ça marchait le fait de toucher du bois quand on veut vendre la peau de l'ours. Ça protégeait. Quand on veut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le fait de toucher du bois, ça remettait les choses à zéro, quoi, tu vois. C'est idiot, parce qu'il n'y a aucune preuve, hein. Il n'y a pas de rapport de cause à effet. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de rapport de cause à effet. Mais il y a un rapport de sympathie, profonde entre les choses et les êtres, tu vois, mais au-delà des croyances qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et ça peut marcher. Et on est les premiers à se dire, c'est quand même bizarre. Mais ça marche et il vaut mieux en passer. Alors ça ne veut pas dire que dès que je vais voir une échelle, je vais essayer d'éviter de passer dessous, etc. Mais le fait de toucher du bois, c'est vrai qu'il y a un rapport magique que l'on difficilement explicable, parce que rationnellement ça ne marche pas. C'est idiot, ça ne veut rien dire. Et parce qu'au niveau rationnel, on est toujours dans les rapports de cause à effet. Or, dans la magie, dans l'ésotérisme de manière générale, on est dans des rapports qui n'ont rien à voir avec la cause et l'effet. On est des rapports entre sympathie et antipathie, enfin, dans une certaine symbiose des choses, que l'on a du mal à évaluer. Beaucoup de mal à évaluer. Il se trouve qu'il y a certains gestes qui peuvent marcher. Et je suis le premier surpris encore aujourd'hui parce que je vois que le fait de toucher du bois, ça marche. Oui, mais tu viens de dire tout à l'heure que ça, même quand on faisait ça, ça avait un coût. Oui. Enfin, quand on dit, ouais, mais le coût, justement, est annulé par le fait de toucher du bois. C'est quand même bizarroïde. Mais je suis le premier à trouver ça bizarroïde. Parce que c'est quand même absolument pas rationnel. Et en même temps, ce n'est pas parce que j'ai touché du bois que rien ne va. Il n'y a pas de cause à effet non plus dans l'autre sens. Bien sûr. Mais il y a une sorte de symbiose étonnante, je dirais une sorte de magie naturelle. Et non pas une magie volontaire. Une magie naturelle. Quelque chose qu'on ferait instinctivement, parce que... Oui. Mais qui ne serait pas volontaire. Ça pose le problème de la superstition en général, quelque part. Ça recoupe tout ça. Et a priori, évidemment, tout le monde va dire, mais c'est superstitieux. Mais moi, je ne me sens pas superstitieux. Et pourtant, je trouve que ça marche. Je suis un peu comme Abellio qui dit, moi, je suis un ingénieur, un polytechnicien, et puis j'ai trouvé que l'astrologie, ça marche. Donc, je l'étudie. J'ai trouvé que la parapsychologie, ça marche. D'ailleurs, il n'en pouvait plus du milieu parapsychologique français. Il trouvait que les Américains et les Allemands étaient beaucoup plus avancés sur ce plan-là. Mais il dit, ça marche, donc je vais l'étudier. Je n'ai pas d'a priori ni de croyance. Voilà ce que je veux dire. Et en même temps, il n'y a pas de recette. C'est pas parce qu'on va toucher du bois que tout va être. Non, mais c'est parce qu'on a laissé échapper par la parole, par l'écrit, ça me semble encore pire d'écrire que de parler. Ah oui. Le moins pire, ce serait de penser, et déjà c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, donc, il y a la pensée, après l'acte, et l'écriture, c'est encore pire parce que ça reste. Oui, sans doute. Les écrits restent. Alors ne me demande pas pourquoi. Mais alors, l'alchimie, on a bien compris, mais alors l'alchimie, ça n'est ni de l'astrologie. Bon, en dehors du fait que l'alchimie recourt à l'astrologie, quelles sont les forces qu'elle met en jeu, l'alchimie? Des forces telluriques, c'est des forces matérielles? C'est des forces telluriques. Mais c'est des forces telluriques. On parlait les fameux transmutations des métaux, évidemment. Mais même c'est des forces telluriques, mais que l'on a en nous de manière profonde, mais c'est-à-dire presque matérielle, quoi. Alors que dans l'astrologie, c'est plutôt au niveau psychique, quoi. D'accord. Les énergies, l'énergie, c'est pas la matière. Elle se rapprocherait de la médecine par certains côtés, la chimie. Et c'est pour ça qu'il y a la spagérie. Ah oui. Effectivement, ça peut se rapprocher de ça. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré à être
Donc Armand Barbeau était alchimiste, toi tu... Il était alchimiste, il t'a passé le virus. Il t'a passé Je connaissais déjà l'alchimie avant lui, je l'avais rencontré Cancelier à un moment donné, Ah oui, non, c'est à la librairie Le Palimu, un drôle de bonhomme d'ailleurs. Ah oui, Cancelier, oui, oui. Mais, Le Canelli avec mais c'est vrai que c'est surtout Armand Barbeau qui m'a branché sur une alchimie opérative. Avant, je la voyais surtout d'un point de vue spéculatif et après aussi. L'enjeu de l'alchimie, c'est d'arriver à produire quelque chose qui n'existe. C'est-à-dire de transformer la chose qu'on a en autre chose. Oui, mais à l'intérieur de soi-même. Une sorte de cuisine. Oui, exactement. La tanor. Bien sûr, oui. Mais la tanor, c'est le corps. C'est son propre corps, la tanor. Donc, par exemple, quelqu'un qui suit un régime alimentaire, En fait, oui, c'est une forme d'alchimie. parce qu'il va modifier quelque part. Il va modifier quelque part, oui, il va transmuter quelque part quelque Et chose. toi, tu as été de l'alchimie de ton propre corps. Au niveau Est-ce de que le la... fait de boire de l'alcool, c'est pas une forme d'alchimie aussi? Je n'avais pas pensé pour ça. Peut-être. Oui, la formule là. Peut-être. La formule. Ou même une drogue. Si vous prenez la formule, je mets des bouteilles. J'ai essayé toutes les drogues, donc je les connais toutes. C'est une forme d'alchimie. C'est une forme d'alchimie, ouais. Alors, si on pense qu'on va modifier son être. Que ça correspond à cette modification. Mais cette transformation on retrouve aussi dans la divination. Il y a toujours une transformation. Quand on parle du viking, le livre des transmutations, c'est aussi une transformation. Voilà. Livre d'imitation. Voilà, on dit les livres de Tascaraki, souvent on trouve que c'est un livre alchimique. C'est un livre de choses, un livre de sagesse, c'est aussi un livre de divination, tout simplement de divination, c'est aussi de sagesse. Toi, par exemple, sur ta pratique de l'alchimie, elle est passée par un travail sur ton corps, voilà, l'absorption de Oui, aussi. C'était pas pour travailler. Au niveau opératif, c'est par un matière première, une terre vierge, sous le conseil d'Armand Barbeau, pendant plusieurs années. Et tu avais un athanor qui Voilà, jusqu'à sa mort, pendant les premières en arrière, en fait, ça durait 2 ans. Et tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? J'avais découvert, il m'avait dit de rechercher à une certaine date, tout ça, une terre vierge qui n'avait pas été foulée par... il fallait apprendre. Donc il fallait... Après l'astrologie. Donc je t'avais trouvé par rapport à l'astrologie dans ma colline, assez loin, à une certaine heure de la nuit, donc j'avais récupéré ça. Et après j'avais fait chauffer avec des lampes, une lampe, tu sais comment on fait par rapport aux poules, tout ça, elles ont des lampes, tout ça. Jour et nuit, il y a des lampes allumées, donc il fallait faire chauffer. Et en même temps, au printemps, c'est vrai que je mettais aussi des draps, un peu comme dans le plus l'hiver, je plantais des draps sur l'herbe pour recueillir la rosée. Enfin, il y avait très peu de rosée. Donc ça a duré quelques années comme ça, et jusqu'à sa mort. Et c'est vrai que sa mort, ça m'a choqué, parce que moi je sentais qu'il était excité, enfin, parce que on lui demande plus de ce qu'il faisait aussi la trajet, puisque lors de par rapport à l'Allemagne, il y a des Turquais de l'Allemagne, il y avait beaucoup de ces produits pour soigner le cœur. Je ne savais pas, à l'époque, je n'étais pas encore hyper tendu, alors j'aurais pu me soigner avec ça. Et j'étais allé avec un ami qui se soignait du cœur d'ailleurs, et il vendait beaucoup de médicaments qu'il faisait en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. Donc sa mort t'a paru un peu déconcertante. Mais d'autant plus qu'elle est venue à partir du moment où il s'est multiplié. Ah oui. Tu sais, la phase de multiplication, quoi, à la fin, quoi. Il s'est multiplié, alors il a fait un hangar, sa cave ne se suffisait pas, il s'est multiplié, et puis il en est mort. Pour moi, c'est par rapport à cette façon de se multiplier les choses, qu'il n'a pas géré les choses de manière convenable, sans doute à un moment donné, et il est mort justement du cœur. Voilà. Donc c'est grave pour un alchimiste. Alors moi ça m'a fait un choc. Alors tout ce que je faisais au niveau alchimie opérative, j'ai pris ma terre, je l'ai balancée devant la porte, et
et tout le monde est entré et sorti en marchant sur cette terre. Et j'ai laissé tomber la chimie opérative sur moi là. Ce que tu faisais, c'était pas un peu travailler sur le truc. Non, mais j'étais sous ses conseils. Hein. Oui, d'accord, mais cette terre, elle aurait dû te dire quoi, par exemple? Tu savais, est-ce qu'il te l'avait dit, qu'elle pouvait devenir? Mais alors là, ça. Pourquoi Oui. elle pouvait se transmuter? Mais c'est-à-dire qu'au niveau. Au niveau de. Tout ça, c'était au niveau de l'œuvre noire. Hein. Donc, on était loin de l'œuvre blanc et surtout de l'œuvre rouge. Hein. Évidemment, on en était très loin. C'était pour soigner. Quoi, hein. Lui, c'était pour soigner. C'était vraiment très spagérique. Moi, c'était pour aller le plus loin possible dans l'alchimie opérative que je ne pouvais concevoir qu'en rapport avec l'alchimie plus intellectuelle, d'ordre intérieur. Ah oui, c'était... Donc, pour moi, c'était une avancée intellectuelle en se basant sur un support, sur le support terrestre, donc de cette terre vierge qui était la materia prima. Alors on pourrait dire, en ironisant, qu'avec le frère qui a eu la même expérience, André Barbeau, puisque lorsque dans les années 80 les choses n'ont pas été confirmées, ça a fait un choc aussi par rapport à l'astrologie. Avec son frère, non. Mais si, parce qu'il y avait des prévisions mondiales. Oui, au niveau de l'astrologie mondiale, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'avait très déçu là aussi, mais je me sentais moins impliqué dans l'astrologie mondiale que dans l'alchimie de son frère, que je respectais beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de quelqu'un à qui tu ressembles un petit peu, c'est-à-dire Robert Amadou? Bon, on ne se ressemblait pas trop. Non, mais physiquement, il y a peut-être un peu... On ne se ressemblait pas. Hein. Et lui m'a dit, de toute façon, dès le départ, contrairement à moi, qu'il était très branché, judaïsme, christianisme et islam. Oui, islam, voilà. Mais les trois. Oui. Il était à la fois dans les trois, ce qui semble ahurissant. Oui. Quand on connaît les rapports entre les trois, mais il était dans les trois. Oui. Et alors lui, il voyait plutôt par rapport à la non-dualité orientale, il trouvait que non, on était très différents. On s'aimait bien au feeling comme ça. Moi je le respectais, j'aimais bien. Il m'emmerdait avec ses histoires de. Une fois je l'avais fait venir chez Jean d'Ancos. Jean d'Ancos, c'est qui a écrit la philosophie de l'éveil, au château de Héou, à l'époque où il vivait. Il m'avait fait venir, il m'avait dit de faire venir Robert Amadou, qui arrivait tard, et puis on mange enfin à cette grande table. Et puis lui, il ne savait pas, Jean d'Ancos, que Amadou était végétarien. Et Amadou, alors il avait un jambon dans son assiette. Alors je lui dis, mais file-moi ton jambon. Ouais. Alors là, il m'a non seulement filé son jambon, mais l'assiette. Ouais. Il m'a dit, je ne peux pas manger dans l'assiette où il y a eu un jambon. Ah oui, oui. Et avant, non, on est très différents. Très différents. Mais j'aimais beaucoup. Mais ces travaux. Ces travaux étaient intéressants. Mais les degrés monomères, les monomères, c'est bien ce qu'il a fait, quoi. Parce que c'est pas évident. Oui. Non, mais il avait toute une recherche. D'ailleurs, il adorait le terme occultiste. Il n'aimait pas le mot ésotériste. Ouais. Et moi, c'était le contraire. Il y avait écrit un bouquin qui s'appelait l'occultisme. Oui, il était très jeune, il avait 22 ans. Oui. Mais celui qui était encore plus jeune, c'était son élève, Serge Hutin. Serge Hutin était élève d'Amadou, parce qu'il était beaucoup plus jeune, Serge Hutin, en fait. Et j'ai bien connu aussi Serge Hutin. Aussi, il était à la fin. Mais l'un comme l'autre, ils auraient peut-être bien aimé, il est senti qu'il me faisait du pied pour que je sois franc-maçon. Ah oui. Et puis, c'était à la Grande Loge de France. Oui, c'était à la Grande Loge de France.
Et moi, ça me disait rien. Et finalement, je suis même pas allé à leur tenue blanche, là où on peut voir. Oui. À un moment donné, Serge Hutin m'avait dit on va étudier Henri Michaud. Il savait que j'aimais beaucoup Henri Michaud comme poète. Et vous voulez qu'il vienne à Perpignan? Il aurait. Non, à l'époque, il était à Paris. Il vivait chez sa mère. Hein. Oui. Dire quand sa mère est morte, c'était une catastrophe. Oui, ben oui, après. À Fontenay-aux-Roses. Oui, Fontenay-aux-Roses, voilà. Et moi j'habitais à Villepinte, je l'avais hébergé, il était venu chez moi, on avait fait toute une rencontre, il y avait Richard Danteur, Jean-Paul Bourg, Jean-Daniel Fabre, et on avait fait des rencontres, Jacques Berton était venu au niveau d'astrologie aussi, Paul Roman était là. Et oui, c'était toute une époque assez sympathique. Serge Hutin, il était très... Il y a quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, c'est le directeur de Céphalossi qui est mort. Le directeur de l'autre monde. Roger Falossi. Oui, il est mort il y a quelques mois. Et de quoi il est mort? Je ne sais pas, il n'était pas vieux, il est mort. Ça a été annoncé. Ah oui, parce qu'il me semblait même qu'il était plus jeune. C'était quelqu'un d'assez important pour plus moi. Plus jeune que moi, là, il me semble. Oui, il était pas plus jeune que nous. Oui, peut-être un peu plus jeune. Ah ouais, ah bon. C'est-à-dire qu'on a publié le Nulard du Verseau. Moi je me souviens de lui. Ah, il était bizarre ce type-là, hein, très porté. Il voulait relancer Révolution intérieure et en plus il m'a laissé tomber au dernier moment. C'était un être, on parle de magie, mais quand il pouvait faire bouger un verre par exemple. Il pouvait faire bouger un verre? Ouais. Ah bon? Ouais, comme ça. Là, ah oui? Oui, il avait quelques pouvoirs comme ça. Ça va être impressionnant. Hein. Et une fois, il m'a fait le coup parce que on s'était donné rendez-vous, et puis lui, il se sentait un peu à l'écart dans sa tête, parce qu'il n'était pas du tout mis à l'écart. Au niveau intellectuel, il n'était pas très une perspective très développée, hein. Il était assez primaire quand même. Hein. Et en même temps, il aimait bien quand même qu'on le respecte, qu'on le remarque. Hein. Et il m'a fait le coup au moment où plein d'amis parlaient comme ça, des autorismes comme ça. Il m'a dit, moi tu vas voir ce que je fais. Il a fait bouger le verre. Ouais. Ça c'était un froid, hein. Ah oui, vous avez changé. Je lui avais même dit, bon, mais je peux le faire aussi tordre, parce que c'est l'époque du Rigueler. Oui, et toi tu pouvais le faire? Je lui ai dit non, mais regarde, alors j'ai pris une cuillère, je l'ai tordu comme ça, ben tu vois, je l'ai tordu. Ben, exactement, je veux dire, non, par rapport à mon point de vue, c'était ça aussi. Parce que pourquoi faire comme j'ai dû marcher sur les eaux quand on peut les traverser tout en marchant non pas au-dessus des eaux, mais simplement dans l'eau. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins excitant que quelqu'un qui fait bouger un verre, qui a des... Effectivement, ça peut être... Non mais tu me surprends là, il est mort, putain. Ah oui, c'est confirmé. Alors qu'il n'est pas vieux, hein. Il n'était pas vieux. Hein. Non. Et il m'avait téléphoné il y a quelques années. Il m'avait dit, le tarot métaphysique, j'aimerais bien le reprendre, tout ça. Donc je lui ai dit oui, mais entre-temps, il est paru dans Question 2. Donc je ne sais pas, au niveau du copyright, tout ça, c'est compliqué avec les éditeurs. Il voit avec Marc de Smith. Alors là, je crois que ça l'avait énervé. Et j'ai plus aucune nouvelle. Là, il faudrait aller dans l'autre côté. Ça remontait, là il est sur l'autre rive. Là. Ah oui, sûrement parce qu'il me semblait jeune, quoi. Mais bon, avec le temps qui passe, les gens, ils sont vieux, hein, c'est sûr. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était organisateur, il arrivait à faire des choses. Hein. Mais en même temps, il n'allait pas toujours jusqu'au bout, parce que tu vois, il m'a laissé tomber avec la revue. Oui. Il avait aussi laissé tomber tous ceux qui écrivaient dedans, Richard Danteur, tous les autres. Oui. Et on avait fait beaucoup de choses, et au dernier moment, je suis allé chez lui, mais il était effondré quand il m'a dit ça. Tu laissais tout tomber. Non, mais il y a eu un moment donné où ils ont fait faillite quand même. Du jour au lendemain. Non, mais je parle pas de l'autre monde, c'était après. Ça n'avait rien à voir avec l'autre monde. C'était autre chose. C'était après, il voulait vraiment faire la revue en Révolution intérieure, et on avait fait toute la maquette. C'était après que ça paru chez Très Daniel, c'était après. Et bien après, c'est paru chez Très Daniel. Bien après. Et là, on avait toute la maquette. On avait bossé longtemps dessus. Il avait eu une idée comme ça. Et il a expliqué pourquoi il avait arrêté? Non.
Non, encore plus, je crois pas, je crois pas. Alors que pourtant, il y avait eu du boulot de faire, des photographes, des Toi, tu as eu plusieurs occasions comme ça de diriger des collectifs ou de rassembler autour de toi des collaborateurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est la Lune Noire, tu vois, ce collectif de la Lune Noire. Donc, j'ai rassemblé beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur. J'ai trouvé un Trajectoire, qui a fait non, pas Trajectoire, Gouttelette de Rosée. Ah oui, c'est pardon. Encore moins connu. Oui. Encore Trajectoire. Gouttelette de Rosée. Gouttelette de Rosée, qui n'existe plus. C'est vraiment des gouttelettes. Mais je ne connaissais même pas ce livre, il faudrait le signer. Mais j'en ai apporté 2 ou 3. Non, mais je crois que les gens vont se précipiter. Ah, c'est celui-là qui va se vendre le mieux. Ah oui, t'as qu'à mettre un chiffre intéressant. Parce que les gens, ils se disputent. Hein. S'ils découvrent qu'il y a un autre bouquin avec des noms qui... Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait une conférence à la librairie d'ésotérisme de... Tu sais, dans la... Comment elle s'appelle tu connais Toulouse. C'était la Plume d'Oie. Avec, à l'époque... On est à Toulouse, là. Oui. Oui, mais moi je connais pas bien Toulouse. Donc c'était la Plume d'Oie dans la petite rue qui monte là. Mais ils ont changé de propriétaire. Donc j'avais fait une conférence, ça avait été sympa. Il y avait que des femmes. Mais justement, mon cher ami. Une vingtaine de femmes. Merde. Bon, une quinzaine, disons, pas plus. La Lune Noire, alors qu'est-ce que tu en penses de la Lune Noire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais j'en pense ce qu'en pensait Carteret d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ça quand même. Bon, à l'origine, il y a quand même donné roman, mais c'est surtout Carteret qui a développé la Lune Noire, qui a été repris par Gravelaine, par Jacqueline Aimé, par tout. Et tous ces gens qui ont écrit sur ce sujet, ils convergeaient, il y a eu des différences? En général, oui, je pense. Comment il s'appelle? Georges Richer. Non, Claude Ruche. Oui, Georges Rucher. Rucher, c'est ça. De Marseille. Il vient encore, lui? Oui, il est jeune, alors lui, il est jeune. Ah, il est jeune? Il était très jeune, Georges Rucher. Ah, ouais. Et il avait fait un truc sur le Soleil Noir. Oui, il a publié des bouquins sur la Lune Noire, enfin, des petits bouquins artisanaux. Mais donc, sur la Lune Noire, oui, ben, tu vois, là, j'ai fait un dossier agencé là-dessus, sur le plan mythologique, astrologique et poétique. Ouais. Donc j'avais rassemblé tout ça, mais sur plusieurs années, ça a été long pour les faire écrire. Non, c'est très méritoire. De la langue. Alors donc finalement, est-ce que c'est utile d'utiliser la Lune Noire dans un thème? Je pense que oui. Qu'est-ce que ça désigne? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un point vide, c'est un point vide, parce qu'il n'existe pas. Oui. C'est intéressant pour ça. Et autrefois, la nouvelle lune, on l'appelait la Lune Noire. Oui, mais là, ça c'est une erreur du calendrier. C'est vrai que quand on voit le calendrier, c'est une banque derrière. C'est la nouvelle lune. Oui. La nouvelle lune, c'est la conjonction. Il y a une convention qui est utilisée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très répandu, c'est la conjonction du soleil et de la lune. À ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la lune noire. Mais la lune noire, c'est un axe. Lilith, la tête, et Priaphe, la queue. Mais c'est le deuxième foyer de l'orbite terrestre. Bah oui, en fait, c'est la Terre Noire. D'un point de vue astronomique. C'est la Terre Noire. Et non, c'est intéressant parce que... Parce que nous, on avait fait un colloque entier en 87 sur la Lune. Ouais. Toi, c'était l'idée de 2000, ton truc. Je ne me rappelle plus. Ouais. Tu as vu ça dans les années 90, mais c'est sorti en 2000. Oui, je pense, oui, c'était avant. Oui, j'avais écrit avant. On avait fait tout un qui avait très bien enregistré. Moi, j'ai tout un c'est dans les années 80, alors 87. Tu dis, 87. Moi, j'ai enregistré un super colloque que j'ai organisé à Paris, la Lune au clair. Il y avait une session qui était consacrée à la Lune Noire. Bon, c'est intéressant. Carteret en avait bien parlé, même à France Culture. J'avais son enregistrement, c'était bien. C'est intéressant. Alors tu as eu des relations avec France Culture au niveau de ton travail? Oui, surtout avec Germain Thomas qui m'a souvent fait venir. Olivier Germain Thomas. Par rapport à mes derniers bouquins, ça pouvait être l'astrologie, les livres de voyage, la poésie. Il m'a souvent fait venir, c'est celui qui m'a fait le plus venir. Olivier Germain Thomas. Olivier Germain Thomas. Oui. Bon, j'aimais bien Cazenave. Celui que je préférais de loin le plus, et il m'a jamais fait venir, mais en fait il m'a toujours conseillé quand j'allais le voir à la maison de la radio, c'était Claude Métrin. Maintenant il y a Frédéric Lenoir qui s'occupe. Qui ça? Frédéric Lenoir. Ah oui, je connais. C'est celui qui a succédé à
Parce qu'il est parti, Cazin. Non, mais moi, quand j'entends France Culture, j'en ai marre. Et j'écoute plus, quoi. Tu vois, il y a tellement de trucs politiques, sociaux, économiques, tout ça, ça m'emmerde. Vraiment, France Culture, je ne reprenais plus trop. Depuis qu'il y a eu, comment elle s'appelait, Adler, là, qui avait été à la direction de France Culture, j'ai senti qu'il y avait des différences. Et il me manquait des voix. Ce qu'il faut quand on est à la radio, c'est des voix qui sortent de l'ordinaire. Il ne s'agit pas que n'importe qui parle de n'importe quoi. Il faut des voix. Claude Métra avait une voix. Et lui, tu n'as jamais invité à... Ah, mais il m'a souvent invité, mais jamais dans ses émissions. Il m'a toujours branché sur d'autres émissions. Quand j'arrivais, alors on discutait pendant 1 heure dans son... Et quand je suis revenu de Chine, il m'a dit on se tutoyait, contrairement à tous les autres. Maintenant, on se voit, pourtant on se voit il m'a fait venir 7 ou 8 fois en l'espace de 20 ans. Ce qui est pas mal pour lui, puisque c'est toujours échelonné. Et avec Claude Métra, on s'est tutoyé immédiatement parce qu'on avait le même feeling. Et alors il m'avait dit en venant de Chine, je vais te faire rencontrer Marie-Hélène Falset. Et du coup, avec Marie-Hélène Falset, on avait j'étais producteur de l'émission. C'est un aiguilleur. Et voilà, oui. Et on avait fait une émission sur la Chine. Claude Métra était un être exceptionnel. Et puis, oui, j'aimais beaucoup. Donc finalement, tu as quand même, parmi les astrologues, tu as été un de ceux qui ont été les mieux médiatisés au niveau radiophonique. Oui, mais pas uniquement l'astrologie. Hein. Non, pas uniquement. Non, mais à différents titres. Oui, c'est vrai. Mais tu avais un profil qui était assez compatible. Oui, mais il y avait aussi la poésie. l'ensemble faisait un bon profil. André Velter m'avait fait venir, mais c'était pas l'astrologie. Jean Couturier aussi, par rapport à l'écriture, on m'avait fait venir, mais c'était pas l'astrologie. En fait, peut-être que parmi toutes les interviews avec Olivier Jean-Thomas, il y en a eu un peut-être sur l'astrologie, mais c'est tout. C'est quand même très réduit. Relativement. Oui. Par rapport à d'autres. En tout cas, c'est peut-être mieux, mais bon, c'est pas extraordinaire. Donc tu es un poète astrologue en fait. Je veux dire ça. Tu es poète, musicien, astrologue. Ça va toujours défavoriser. Comme François. L'astrologie, c'est un petit peu. En même temps, c'est là-dessus que tu as le plus écrit. Mais non, j'ai surtout pour uniquement. C'est alimentaire l'astrologie, pourquoi? C'est alimentaire? Non. Pas du tout. Ces cours d'astrologie, ça m'a aidé au niveau fric comme ça, mais c'était pas alimentaire. C'était pas grand chose. Mais heureusement, parce que c'était avant le Rémi et tout ça. Ça fait la liaison. Et j'étais pigiste aussi à l'Autremont, à Astral. Qui côtoyait Amadou là. Et aussi, c'est moi qui l'ai fait venir en plus. Ah bon? Oui, à l'Autremont, oui, parce que le Gourdon, le père Gourdon, il expliquait le Robert Amadou, oui. c'est rien. Ah, je lui ai dit, c'est très bien qu'il vienne et tout. Et qu'est-ce que tu penses de Universite? Franchement, Pradalier-Roy, tu ne connais pas? Franchement, Pradalier-Roy. Robert Amadou, il a travaillé pour l'université. C'est une université sur Internet. Il y avait Internet à l'époque d'Amadou, tu crois? Oui, il a participé à... Ça n'a pas été récupéré après, ça, tu crois? Peut-être. Enfin, lui, il était passionné par l'art du Verseau, en tout cas. J'écrivais aussi dans le monde inconnu, une chronique de musique traditionnelle. Ah bon? À travers toutes les musiques traditionnelles du monde. Ouais. Je mettais toujours un petit peu de blues. Et Grade, tu l'as bien connu aussi, à Desgrades? Grade, oui, je t'avais même fait rencontrer Jean Carteret. Oui, parce que vous avez fait un bouquin ensemble. Il y a eu, on nous a vu en photo avec. Vous avez fait le bouquin, le temps. Mais Grade, il habitait à côté, à juste une rue de Montmartre qui montait comme ça. Tu vois. Et je suis allé d'abord chez lui, j'ai dit, mais vous venez chez Jean là? Il m'a dit, oui, j'aimerais bien rencontrer Carteret. Oui, du coup, on s'est rencontrés tous les trois. Il y a eu cette soirée-là. Alors lui, c'est un kabbaliste, on peut dire. Oui. Alors la Kabbale se situe dans la magie. Oui, c'est une sorte de magie du judaïsme. Pour moi,
C'était intéressant. Il avait fait quelques livres intéressants, lui. Grade, il doit être mort depuis longtemps. Moi, j'ai pas eu de contact après avec lui. Pendant un moment, on se connaissait bien, et puis après, on ne sait plus. Je connaissais bien aussi Carlos Suarez. Ah oui, le Sefer Yetzira, alors. Oui. Ah oui, ça m'avait très touché, le Sefer Yetzira, justement. Et la Bible de Chiffré, comme ça, la Bible. Mais ça, c'était aussi à Béliot. Béliot l'avait fait aussi. Donc, Carlos Suarez, j'étais allé chez lui, et je me rappelle, c'était avec une copine qui fumait. Il voulait pas qu'on fume. Tu peux fumer si tu veux, là. Non, je ne veux pas fumer. C'est ça, je sais pas. J'ai rien fumé. Je sais pas comment ça se passe. Non, c'est interdit. Ah bon? Oui. Ah, c'est interdit. Ah oui. Et donc, Carlos Suarez, j'aimais bien aussi, quoi. Et lui, il avait des connaissances, il connaissait Henri Miller, il connaissait Christian Murphy, il connaissait pas mal de gens intéressants, Carlos Suarez. Mais je l'aimais bien aussi. Enfin bon, en passant, tout ça. Tout ça, c'est ces années 70, comment on était riche. J'ai fait des grandes rencontres avec Philippe Avastine, Jean Carteret, Jean Klein. J'ai jamais rencontré des gens pareils après. Tout ça s'est passé en même temps, dans ces mêmes années-là. C'est étonnant. Bon, on va peut-être y aller alors, mon cher. Allez, ben oui. On va aller dans notre chambre, 210. Et puis il faut quand même qu'on se lève. Voilà. Et bien demain à cette heure-ci, tu seras reparti dans tes pénales. Ah oui. Ce sera un souvenir. Ah oui. Mais enfin, la différence, c'est qu'à partir de là, il va y avoir un cycle, c'est ça. à partir de là, il y a des gens qui vont te contacter. Ah oui, on va mettre tes coordonnées, et puis on va dire, ils vont te voir, parler, et puis ça va avoir un effet catalyseur. Tant mieux si c'est vrai. Mais moi, il paraît que je suis sur Interplanet partout, et ça m'a jamais rien rapporté comme mais c'est pas pareil. jamais personne ne m'a contacté. En écrivant. Après en écrivant, en me contactant, en me demandant qu'est-ce que j'ai fait, jamais. Et pourquoi? Mais parce que ça se passe pas comme ça. C'est des sites qui vendent tes bouquins, c'est pas. C'est le marché du. C'est comme ça, mes bouquins. Mais si, les gens. Ceux qui sont dans le Mais circuit ils les commercial, récupèrent, mais si, ils les récupèrent. les autres, ils ne peuvent pas l'avoir. Écoute, tu veux qu'on aille sur internet? Je vais te montrer. On va regarder à Daniel Giraud comment ça se passe. Moi, ça va me rendre malade et je fais de l'hypertension. Parce que sinon, j'irais leur péter la gueule. Non, ils ne vont même pas. Mais non, mais il y a des marchés d'occasion. Se faire du fric sur mon dos, je ne supporterai pas, donc il vaut mieux pas que je le sache. Ne m'en parle pas, comme ça je resterai décontracté. Non, c'est ça aussi. Je faisais aussi que ça se fait, évidemment. Enfin, moi ce que j'aimerais, c'est que lorsque quelqu'un s'intéresse à ce que je fais, qu'il puisse m'écrire. Qu'il puisse m'écrire. Et qu'après, je peux lui demander un livre, ou alors ça peut être un souscripteur. C'est ce qui va se passer. C'est très rare, ça. Mais non, mais parce que c'était pas dans les mêmes conditions. Là, ils vont voir ton nom, ils vont voir t'inviter, tes entretiens, ils vont voir tes coordonnées, ils vont te contacter. Ben, tu verras bien. Je te dirai, ouais. Ben, tu verras bien, c'est évident. Mais Et ça sera peut-être pas forcément du public, ce sera peut-être des directeurs d'associations astrologiques, ça sera peut-être pour des gens, pour des colloques, ce sera peut-être pas. Moi, tous les rapports que j'ai vus en allant à droite à gauche ou en vendant mes bouquins à droite à gauche, ça a été toujours en dehors de l'Interplanet. Pourquoi tu appelles ça Interplanet? Interplanet, parce que ça me semble pas net. C'est pour ça que tu dis ça. Oh, femme, je suis chaud là. Pas net du tout. Voilà l'histoire. Non, j'ai pas eu de. Il y a eu une seule lectrice qui est venue comme ça, mais en fait elle venait. C'était une copine de Philippe Dubois. Alors en fait c'était par Philippe Dubois. Oh, c'est spécial. Ah oui, non, c'est vrai. Et ouais.
Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, il va peut-être venir. Qui? Philippe. Où est-ce qu'il est? Tu dis qu'il est dans le lot? Il est vers Agen. C'est le lot de Garonne. Voilà, voilà. Il était avec une nana qui vient de mourir. Elle était malade, elle avait des tas de problèmes au niveau. Bon, la santé et tout. Et depuis, je ne l'ai pas revu. Quoi. Je pense qu'il viendra bientôt un jour. Je pense que la copine justement de Marseille, qui s'est branchée sur mes bouquins à un moment donné, va le faire venir à la maison. On va se retrouver un peu dans le temps, parce que dans le temps, il venait tous les ans pendant l'été. Oui. Ouais.